Merci beaucoup Laura d'être là. Qu'est-ce qui fait la qualité, la spécificité de ce fameux Taurus ? Les Taurus, Christophe, sont des missiles de croisière comparables au Storm Shadow britannique et au Scalp français. Leur portée est à peu près équivalente, 500 km contre 400 km, même si les deux derniers ont été bridés pour les versions fournies aux Ukrainiens. Pour le reste, ils fonctionnent de la même manière. Ce sont des missiles de croisière donc, qui emportent des charges anti-bunker, c'est-à-dire capables de pénétrer les parois bétonnées. Voyez sur ce schéma, le Taurus transperce une première couche, puis une seconde, avant d'exploser dans la troisième, le tout étant bien sûr soigneusement programmé. Le Taurus, comme le Storm Shadow et le Scalp, est fait pour viser des cibles stratégiques uniques, contrairement aux armes à longue portée américaines, les attaques MS moins précises, plus utilisées pour faire ce qu'on appelle des traitements de zone. Illustration, en septembre 2023, ce sont bien des Scalp Storm Shadow qui ont détruit le QG de la marine russe à Sébastopol. Vous voyez ici la photo de l'attaque. Sauf qu'aujourd'hui, ces stocks de Scalp et de Storm Shadow s'amenuisent. Le premier avantage d'une éventuelle livraison de Taurus serait donc de redonner un peu de volume aux Ukrainiens. L'Allemagne prendrait ainsi le relais de l'effort que les Britanniques et les Français ont consenti depuis longtemps, me disait tout à l'heure l'expert en armement Marc Chassillan. Merci beaucoup Laura. Vous venez nous rejoindre parce qu'on va parler après de la cible potentielle désignée par le chancelier Frédéric Merz, c'est-à-dire le pont de Kerch. Qu'on le veuille ou non, au-delà des Taurus, Magali, c'est quand même l'implication de l'Allemagne. Alors dans une autre mesure, je crois que c'est le chancelier Merz qui disait, juste avant de prendre le pouvoir en Allemagne, que sur une couverture ou une protection, il parlait du nucléaire français. Il y a une vraie avancée de l'Allemagne dans les pays qui comptent, dans ceux qui sont aux côtés de l'Ukraine et à travers, en opposition à Moscou aujourd'hui. Oui, parce que le futur chancelier Merz n'a pas du tout la même vision en fait qu'Olaf Scholz, qui avait peur de provoquer Vladimir Poutine. Et ça l'a rendu extrêmement prudent pendant ces 3 années au pouvoir. Merz fait pas du tout la même analyse en fait. L'Allemagne de Frédéric Merz pense au contraire qu'il faut absolument stopper la Russie en Ukraine pour éviter qu'elle ne vienne à Pardon ? L'Europe. Oui, pardon. Qu'elle ne vienne plus loin en Europe, qu'elle ne vienne défier l'Europe encore davantage. Donc il y a un effort à faire aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Frédéric Merz veut investir massivement dans la défense. Il va y avoir un effort colossal du côté allemand de centaines de milliards d'euros pour revenir un peu à des niveaux de défense acceptables pour l'Allemagne. Avec une doctrine différente, ça aussi c'est un grand chamboulement. Il y a en effet cet appel à peut-être profiter du parapluie nucléaire français, parce qu'il y a ce choc aussi de l'Allemagne d'aujourd'hui, qui est de voir que les États-Unis ne sont plus le protecteur qu'ils pensaient depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont compté en permanence sur ce parapluie américain. Ils voient bien qu'avec Donald Trump, ils n'ont plus cette solution. Donc ils ont ce péril à l'est de la Russie et ce manque de garantie américaine. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience vraiment que l'Allemagne ne peut compter que sur elle-même et ne peut compter que sur l'Europe. Alors de là, Laura, quand même, a désigné une cible, le pont de Kerch, qui est le bébé de Vladimir Poutine. Il a suivi les travaux, il l'a inauguré. Après les premières détractions, il y est allé également. Des photos, oui, on a des images de tout cela. Il s'est mis en scène sur ce pont. Alors, bon, possible ou pas possible ? Alors le pont de Kerch, je vous ai préparé une photo quand même, on a vu les cartes. Je vous ai préparé une photo qui va s'afficher. C'est un pont de 18 km, regardez, le voici. Cette photo a été prise avant la guerre, qui relie donc la péninsule de Crimée à la Russie et par lequel transite aujourd'hui une partie du ravitaillement des troupes de Moscou en Ukraine. Il a déjà été endommagé par 2 attaques, l'une en octobre 2022, l'autre en juillet 2023. Regardez l'attaque d'octobre 2022. Mais à chaque fois, c'est le dessus du pont qui a été touché. Vous voyez clairement, c'est le dessus du pont qui est tombé. Mais les piliers sont intacts. Or, pour le détruire, eh bien, il faut viser ces piles que vous voyez tout le long. Vous voyez, est-ce possible avec des missiles Taurus ? J'ai posé la question à un expert, évidemment, l'expert en armement Marc Chassillan, qui m'a fait la réponse suivante. Regardez, c'est faisable, mais c'est technique. Car il faut que les missiles arrivent, voyez mon schéma, à très basse altitude, au ras de la mer, voilà, pour venir toucher les piles, ce qui nécessite, m'a-t-il dit, un profil de vol spécifique à programmer extrêmement soigneusement. D'autant que pour être certain d'atteindre l'objectif, il faut plusieurs missiles sur chaque pile, 2 ou 3 sur chaque pile, me disait-il.
Bon, c'est faisable donc. C'est faisable selon lui. J'ai posé la question à un autre expert, Gaëtan Powys, qu'on connaît bien ici, journaliste à RT Cosmos. Lui, il est plus catégorique. Il me dit les touristes peuvent détruire le pont de Kerch, mais il me dit les scalps aussi, en fait. Et pourtant, ça n'a pas été fait encore, alors que les scalps aussi, finalement. Nous sommes plusieurs experts, dit-il, à penser que le pont de Kerch fait partie d'une no-go list, car il est trop stratégique. C'est son analyse. Alors, vous faites cette analyse aussi ou pas? Ou à un moment donné, il y avait des pièces américaines aussi dans un certain type de missile. Dans les scalps. Dans les scalps. Et les Américains se sont parfois exprimés en disant on ne touche pas à ce pont. Oui. Tiens, la no-go zone, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, on ne touche pas? Mais bien sûr que si, on y touche. Non mais ça oui, non mais Aline, le jour où vous me dites on ne touche pas au pont de Kerch, je crois qu'on part ensemble à l'infirmerie, je vous y emmène tout de suite. Voilà. Donc on y touche, bien évidemment, on le détruit. Et je vous le demande. Oui, parce que accessoirement, d'un point de vue stratégique, c'est alors un peu moins maintenant, certes, mais enfin c'est aussi par là que passe la Crimée, c'est une base militaire à ciel ouvert. C'est de là aussi d'où partent beaucoup de choses qui font beaucoup de morts quand même en Ukraine. Donc c'est quand même, ça reste une priorité à la fois stratégique, à la fois politique, à la fois logistique, politique aussi, puisqu'on parlait d'origine de la guerre. La guerre, elle a été déclenchée le 27 février 2014, quand des soldats russes prennent d'assaut le Parlement de Crimée. La guerre, elle commence là. Non, mais je suis d'accord, mais voilà, Aline, les Américains ont toujours dit que la Crimée était russe et ça ne changerait pas. Alors, c'est pas Donald Trump qui va. À partir du moment où il n'y a plus de soutien américain, il y a beaucoup de barrières qui vont tomber. Alors, effectivement. Est-ce que je peux quand même finir ma phrase? Oui, mais après, vous laissez parler les autres, Aline, promis. Tout à fait. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'à partir du moment où il y a une unité européenne, un soutien fort militaire européen avec ce genre d'outils qui s'est envoyé, je pense que les Ukrainiens prendront pour eux cette autorisation à aller enfin détruire ce pont qui, je le rappelle, est le symbole de l'impérialisme russe contre lequel se battent les Ukrainiens depuis 11 ans, voire plus. Alors, je voudrais quand même pas doucher les espoirs de certains sur ce plateau, mais Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, oui, je sais ce que vous allez me dire, mais il compte quand même. En tout cas, voilà ce qu'il a déclaré, parce qu'il vise directement les Allemands. Quand on vous disait que le nouveau chancelier a du courage, regardez ce que ça donne. Le candidat à la chancellerie Merz est tenté par le souvenir de son père, qui a servi dans la Wehrmacht hitlérienne. Merz a maintenant suggéré une attaque sur le pont de Crimée. Réfléchis-y à 2 fois nazi. Oui, je vous avais prévenu, c'est Medvedev, il ne fait pas dans la dentelle. Alors, autre style qui est à écouter, quelqu'un qu'on connaît bien sur ce plateau, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. C'est plus posé, et vous allez voir, le fond est quasi le même. À en juger par les déclarations de M. Merz, il est partisan d'un durcissement de la position et de diverses mesures qui ne feront qu'aggraver la situation en Ukraine. On observe une position similaire dans d'autres capitales européennes. Malheureusement, il est vrai que les capitales européennes ne sont pas enclines à rechercher des moyens de parvenir à des négociations de paix, mais plutôt à alimenter la guerre. Jérémy, on le voit bien, la pression, elle est là. Oui. Et alors la pression ne se met plus sur les Américains, la pression se met sur les Européens, les volontaires en Europe. Et c'est peut-être une excellente nouvelle parce que ça veut bien dire que le jeu est en train de changer, que le jeu géopolitique est en train de changer. Vous savez, les mauvaises langues disaient de l'Allemagne que le pays avait sous-traité sa politique de défense aux États-Unis, sa politique énergétique à la Russie et sa politique commerciale à la Chine. Est-ce que c'était... Oui, voilà. Même pas les mauvaises langues, c'était à peu près la réalité. Ce n'est plus le cas. Mais c'était fondamentalement vrai. Ces mêmes personnes disaient que l'Allemagne était un nain géopolitique. Bon, là, on ne peut plus formuler les mêmes accusations envers Berlin. Et c'est quand même la preuve que le logiciel est en train de changer, que l'Allemagne est en train de comprendre finalement que l'avenir de l'Ukraine peut-être dépendra plus de ce que les Européens vont faire que ce que les Américains vont déclarer. Et que, effectivement, le principe de réalité, qu'est-ce que voudra dire l'Ukraine qui plie? Le principe de réalité en Ukraine, ça peut vouloir dire un pays divisé, mais le pays divisé, cette partie qui reste européenne et occidentale, est-ce qu'elle va ressembler à l'Allemagne de l'Ouest ou est-ce qu'elle va ressembler à Taïwan et à Hong Kong? Et ça, c'est une fondamentale différence dans la perception que les Européens peuvent avoir de l'enjeu. C'est oui, on parle d'une démocratie corrompue qui a beaucoup de limites, mais si on investit dedans, notre histoire européenne nous enseigne que les murs ont tendance à tomber. Et c'est ça la carte que les Européens
Européens peuvent jouer. Et encore une fois, l'avenir de l'Ukraine dépendra beaucoup plus de ce que le chancelier allemand dira et de ce que les Français et les Allemands pourront faire ensemble que ce que Donald Trump pourra déclarer. Avec peut-être l'aide américaine, Magali ? Moi, pas américaine, pardon, les de la Grande-Bretagne. Mais les Américains ont toujours été extrêmement prudents, de toute manière, sur la Crimée. Joe Biden ne voulait pas qu'on touche à la Crimée. Donc il est certain que aujourd'hui, c'est vrai que sans ce soutien américain, les Ukrainiens reprennent une certaine liberté d'action. Parce que je suis assez d'accord sur l'analyse de Gaëtan Pois sur l'idée, est-ce que c'était sur une liste de, justement, interdiction d'y toucher. Dans l'esprit des Américains, probablement. Oui. Probablement. Donc il est certain que la donne change aujourd'hui. La question, c'est le risque, en fait. Quelle serait la riposte de Vladimir Poutine si le pont de Kerch était abattu? La dernière fois, Poutine avait parlé de nucléaire. Alors, c'est pas la première fois, certes, mais bon. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il a un peu les coups des franches avec les Américains. C'est pour ça que les Américains, notamment, étaient extrêmement prudents sur la Crimée. Parce que là, en effet, il peut y avoir cette analyse qu'on touche véritablement aux intérêts vitaux. Parce que c'est ça, la doctrine russe. Fondamental ? Oui, c'est fondamental. D'abord, stratégiquement, ça reste extrêmement important pour conquérir ce qui reste à conquérir des oblasts, en passant par le sud, en faisant arriver le matériel par la Crimée, ensuite en allant vers Kherson ou Zaporijjia. Et puis après, pour Vladimir Poutine, le pont de Kerch, c'est un peu le cordon ombilical qui relie la mer Russie à sa terre quasi sainte, qui est la Crimée. Donc c'est vraiment quelque chose de très très grave si jamais le pont est touché. Et c'est très étonnant de voir le chancelier Merz s'engager à ce point-là dans ce combat-là.